Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Steven Bilodeau qui est retraité des Forces armées canadiennes où il a reçu la distinction honorifique de la médaille du sacrifice. Après avoir été diagnostiqué d'un trouble de stress post-traumatique, il se tourne vers l'humour pour faciliter le retour à la vie civile. Tous les jeudis, il co-anime le Soundcheck Podcast enregistré en direct au bistrot Le Troquet. Steven, merci d'être à l'émission. J'apprécie que tu prennes du temps pour nous autres. C'est toujours le fun de rencontrer une nouvelle personne. J'ai lu un petit peu sur ton histoire. J'ai hâte d'en découvrir davantage. Tu fais à chaque... C'est les jeudis, le Soundcheck Podcast? Les jeudis stand-up, tous les jeudis, depuis maintenant plus d'un an, qu'on est dans le Vieux-Hall, au Café Bistrot Le Troquet. Et on reçoit les gens de la communauté pour leur présenter une soirée d'humour headline avec une ambiance Comedy Club. Oui. Merci de me recevoir sur le podcast. Ben, ça fait vraiment plaisir. Merci d'être venu encore une fois. Puis ça se passe bien? Tu es satisfait de comment ça se passe? Je suis très satisfait. Il faut comprendre qu'on a débuté en pandémie. Ça nous offrait des bons défis devant nous. Un, des défis de place, parce qu'on n'avait pas le nombre complet de billets qui étaient à vendre à cause de la distanciation sociale, entre autres, et les mesures sanitaires. Mais on a persévéré là-dedans. Et la minute qu'on a sorti des mesures sanitaires, on a vu que certaines personnes recommençaient à vivre, recommençaient à aller dans les endroits qu'ils aimaient et, entre autres, adopter les jeux de stand-up au Troquet. Maintenant, on ne se bat plus pour être complet à chaque semaine. Et ça, c'est un beau privilège, c'est un beau cadeau. Et je remercie la population de Gatineau et certaines personnes d'Ottawa qui se déplacent dans le Vieux-Hall pour venir consommer nos soirées d'humour à moi et à Julien Dion. Là, quand vous avez commencé, est-ce qu'il y avait toujours comme juste des places restreintes? Mais non, s'il y avait des fois que c'était devant personne? Non, pas du tout. On a toujours produit environ 50% de capacité en pandémie avec les mesures sanitaires, mais il y avait des gens qui avaient besoin de ce divertissement-là. Et souvent, je recevais des courriels comme de quoi cette production-là leur faisait du bien. Et moi, ça me donnait le courage puis l'énergie pour produire ça, même dans des conditions difficiles. Si tu veux, d'amener des jokes, pas de public, ça ne serait pas évident. Non, on en avait toujours un public, même que le Soundcheck Podcast était devant public. Et on a pu quand même faire nos choses devant public, mais avec un public restreint. Puis c'est venu comment, l'idée de partir ça? Le Soundcheck Podcast, c'est un outil promotionnel. Au départ, c'est ce que j'avais en tête. J'avais envie de parler au public. J'avais envie de me faire découvrir comme personne, puis je vais t'expliquer les pourquoi après. Mais j'avais envie d'avoir un véhicule de communication promotionnel pour les jeux de stand-up au Troquet. Ce qui m'allume le plus au monde, c'est d'être sur scène, c'est de faire du stand-up. Par contre, si tu veux faire du stand-up, ça te prend un public. Donc, tu te dois de faire de la promotion, surtout en début de carrière. Et tant que tu n'es pas produit par une boîte de production, ben tu es en autoproduction, donc tu cherches à communiquer ce que tu as comme offre de service et le Soundcheck Podcast est né de ça. Rapidement, j'ai tombé dans un médium que j'adore. J'adore communiquer avec les gens, j'adore comment je pourrais dire ça? Cette interaction-là, cette réciprocité de communication parce que l'auditeur du web peut communiquer avec toi en temps réel. Et en plus, récemment, on a ajouté une messagerie texte, comme les radios de ce monde, sur le Soundcheck Podcast, qui fait que les gens sont capables de réagir en temps réel. On est live sur plusieurs plateformes. On est live sur notre chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Et après ça, comme tu le sais, le Soundcheck Podcast est mis en format 60 minutes pour la radio. Donc, Unique FM 94.5 nous diffuse 3 fois par semaine le Soundcheck Podcast. Une belle aventure, un outil promotionnel, mais en même temps, j'apprends à connaître des nouveaux amis dans le milieu de l'humour. J'apprends à développer des nouveaux partenariats. Et je crois que sans le savoir, ce podcast-là dresse la table aussi pour ce qui s'en vient. La soirée d'humour est à 8 heures. Notre podcast est de 6 à 7h30. Ça met une ambiance dans l'établissement licencié et ça donne la chance aux humoristes de se présenter avant même de faire leur performance, ce qui donne un lien particulier avec probablement les meilleurs fans d'humour du Québec. Je le dis sans gêne, Gatineau est probablement la plaque tournante du stand-up au Québec. Ah oui? Oui. Puis là, autant pour les gens qui en consomment que ceux qui sont sur scène? Les humoristes passent chez nous et considèrent que cette soirée-là est parmi la meilleure soirée d'humour au Québec ou une des meilleures soirées d'humour au Québec. Tu dirais ça, là, si tu étais à la télé, par exemple, à Rogers, tu dirais que c'est le monde. Je le dirais même sur scène, au Bordel Comedy Club.
parce que justement, avec le temps, bien, les humoristes les plus connus, ceux que vous avez vus à la télévision, sont passés au jeu du stand-up du Troquet. Et c'est eux qui font la promotion de notre soirée auprès des humoristes qui sont pas dans la région. Et les humoristes se battent pour venir performer chez nous, devant un public aguerri de stand-up, qui ont soif de stand-up. Et l'ambiance du Café Bistrot Le Troquet, c'est une ambiance comédie club. Et je pense qu'on a réussi, moi et Julien, à offrir un produit où est-ce que les gens se sentent à la maison et où est-ce qu'il y a un spectacle extraordinaire. Alors moi, justement, Julien, c'est comment ça s'est passé que ce soit lui qui co-anime avec toi? Vous connaissiez avant? Ou? Moi, j'ai connu Julien dans la région. Quand je suis devenu un humoriste dans la région, je me suis mis rapidement à avoir des contrats. Et un des contrats que j'avais eu, c'était un spectacle corporatif pour le Parti conservateur. Okay. À ce moment-là, qui était en campagne électorale, je pense que c'était Maryse Gaudreault qui était la candidate à ce moment-là. Et on m'avait demandé de faire un spectacle qui allait être un spectacle bénéfice pour la campagne de financement de sa campagne électorale. Okay. J'avais été engagé par un ancien ami à moi, un ancien militaire qui était le directeur de campagne à ce moment-là. Et je me devais de trouver dans la région le meilleur humoriste qui était disponible. Et à ce moment-là, c'était Julien Dionne. Donc, Julien est venu avec moi sur le spectacle. On a commencé à discuter ensemble. On est devenus des amis rapidement. On avait beaucoup de points en commun. Son père, à Julien, aussi, a servi les Forces armées canadiennes. Donc, connaissait ma réalité, connaissait d'où est-ce que je venais, puis où est-ce que je voulais m'en aller, surtout parce que Julien avait pratiquement 15 ans d'expérience dans le milieu de l'humour. Donc, je m'accotais avec quelqu'un qui avait beaucoup de métiers. C'est ça qui était important pour moi. Et c'est devenu un ami. On a fait plusieurs road trips à Montréal pour des spectacles. Et c'est à un moment donné, on a dit, pourquoi qu'on ne partirait pas une soirée ensemble à Montréal? Il est arrivé la pandémie, dans le sens que dans la pandémie, il y a eu des ouvertures, des fermetures. À un moment donné, il y a eu une fermeture. Et là, on a revisé le projet, puis on a dit, pourquoi qu'on ne ferait pas ça pour les gens dans notre région? Qu'on ne se bâtirait pas notre scène à nous, notre laboratoire, notre place pour pratiquer notre stand-up, pour après ça aller faire rayonner la région partout au Québec. Et c'est là où est-ce que je me suis mis à faire des démarches. On a commencé au Pop au bar sur... tout le monde connaît le mythique Pop au bar. On a fait des soirées de rodage là durant l'été. Encore une fois, on était en pleine pandémie où est-ce qu'on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Les restrictions changent à peu près toutes les semaines. Ça a été des grands défis pour réaliser que le Pop au bar avait une vocation qui était plus de karaoké, de danse. Donc, ça faisait du sens pour nous de quitter ce partenariat-là pour se joindre au Café Bistrot Le Troquet, qui, eux, avaient déjà une culture de stand-up dans leur établissement. Donc, c'est un peu comment ça a été mis au monde. Et depuis ce jour-là, on fait le parfait bonheur. Je pense qu'on fait une bonne équipe ensemble, puis on continue de grandir. Mais c'est cool que le hasard a fait en sorte, ou le hasard ou les conditions, peu importe, ça a fait en sorte que vous avez fini par rester dans la région. Fait que là, dans le fond, on est chanceux à Gatineau que ça soit arrivé comme ça, je trouve. Oui. Parce que, Montréal, il y en a toujours, il y en a beaucoup de l'humour, puis de la culture, alors qu'à Gatineau, c'est peut-être, on est moins mis de l'avant, si on veut. On est moins mis de l'avant, mais il y a des grands humoristes qui sont passés à Gatineau, qui ont fait ce que Gatineau est aujourd'hui. La salle Odyssée, la Maison de la Culture, fait rayonner le stand-up partout dans la région. J'aurais pas eu cette vision-là de communauté à mes débuts en humour. Mais à un moment donné, quand tu commences à être impliqué dans ta communauté, tu as envie de faire partie du développement toi aussi. Et à ma façon, j'ai voulu développer la relève, j'ai voulu développer notre produit, j'ai voulu nous développer ceux qui étaient intéressés à faire ce métier-là dans la vie. Et de là est née une série de projets que tu connais pour être capable de offrir à la communauté, que la communauté aussi profite de l'opportunité de venir supporter cette relève-là qui, demain, on ferait des billets à 50$. Dans le fond. Ouais. Mais est-ce que c'est difficile de percer pour ces gens-là? Parce que j'ai pas l'impression... Quand tu regardes la programmation de différentes salles, souvent, c'est les mêmes noms qui reviennent. C'est difficile de trouver des nouveaux noms. Le Québec a beaucoup d'humoristes chouchous au fil du temps et c'est probablement relié à leur personnalité énormément. Tu sais, beaucoup, je vais donner beaucoup de crédit à la personnalité, le charisme. Je vais donner aussi beaucoup de crédit à la façon dont ces gens-là se mettent en marché, mais
essentiellement ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont communiquer au public, au grand public. Quand je parle de grand public, là, je parle de Québec et ses régions. Donc, on les voit, les humoristes qui s'en vont partout, bien, c'est eux qui ont un discours qui parle aux Québécois, aux Franco-Ontariens, exemple, dans la région ici. Et ce que je veux dire, c'est que les enjeux sociaux qu'ils abordent, c'est les mêmes qui semblent être la faveur populaire dans la population. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais des fois, ce qui peut être tendance sur les médias sociaux n'est pas la réalité du commun des mortels du Grand Québec. Okay. Je pense que ces humoristes-là, et plusieurs d'entre eux ont une longévité, mais ont toujours su être pertinents. Et au Québec, on a énormément d'humoristes qui sont efficaces. Je pense que ce n'est pas là l'enjeu. L'enjeu, quand tu deviens populaire et que tu en fais une carrière à te promener un petit peu partout au Québec, c'est parce que tu parles aux Québécois, essentiellement. C'est ce que je pense. Mais ça vaut ce que ça vaut, mon opinion. Ouais, on est ici pour que tu parles de ton opinion, c'est parfait. Mais ce que je trouve le fun aussi dans la région, puis je suis sûr que j'aimerais t'entendre là-dessus, j'ai l'impression que les commerçants, les entrepreneurs, les salles sont ouvertes à ces projets-là, comme vous faites. Comme il y a le troquet, il y a le pop au bar. J'ai l'impression qu'ils aident justement à développer cette relève-là. Je pense que c'est une relation gagnant-gagnant. Je pense que certains établissements, s'il n'y avait pas des événements, puis pas juste des événements d'humour, de musique, de théâtre, de variété, ben, auraient de la difficulté probablement à remplir autant leur établissement licencié, puis que ça soit profitable. Tu sais, on voit énormément de commerces présentement dans le vieux hall fermé. Est-ce que ça a un lien avec le fait que les fonctionnaires ne sont pas au bureau? En tout cas, on peut croire qu'il y a un enjeu de démographie, du moins que nous, on favorise les gens à revenir au centre-ville. Et le centre-ville de Hall semble être le centre-ville de Gatineau, même si à une époque, le maire Maxime Perneau-Jobin a pu essayer de convaincre les gens que le développement de Gatineau allait se faire davantage à Gatineau, dans le coin du centre des promenades de l'Outaouais. Mais je ne veux pas faire de politique, mais on comprend qu'on favorise que les gens reviennent au centre-ville de Hall, consommer de la culture et de l'humour. Mais pour ce genre, le genre de show-là, puis les bars, tout ça, c'est tout à Hall. Je veux dire, à Gatineau, je vois plus ça comme un pôle peut-être sportif à cause du centre sportif, bon, puis culturel, oui, à cause de la salle, mais la salle Odyssée, mais ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi que... Où la culture un peu plus underground se développe davantage dans le vieux hall. Je peux voir ça aussi. Ouais, ça fait. Comme je disais tantôt, en entrée de jeu, encore une fois, la salle Odyssée se démarque partout au Québec. La Maison de la culture fait un travail extraordinaire avec la culture en Outaouais. Et nous, on veut juste faire partie de ça. On veut créer des partenariats. On veut collaborer pour faire rayonner, mais pas juste notre domaine d'expertise, mais la culture en général à Gatineau. La mairesse en a fait une promesse électorale. On a la chance d'avoir Mathieu Lacombe dans l'Outaouais aussi comme ministre de la Culture. Donc, les planètes sont alignées pour qu'on puisse développer une belle scène, pas juste en humour, mais pour faire rayonner la culture dans son ensemble. Fait que là, c'est qui la relève? Là? Qui faut, en bon Canadien français, qu'il faut watcher? Il faut watcher moi, je crois, sans être imbu de moi-même. Je pense que je fais... la carrière est décollée, je pense. Mais souvent, les gens disent ta carrière est décollée, mais il manque quelque chose. Tu sais, il manque juste un petit quelque chose. Puis à chaque fois, je lui dis, il dit oui, la même chose que tous les artistes. Il m'a manqué l'amour de mon père puis ma mère. C'est pour ça que je fais de l'humour aujourd'hui. Mais les humoristes à surveiller, je crois que c'est eux que tu vois à peu près sur toutes les productions en région. Je pense que les gens qui vont être à surveiller, c'est ceux qui sont engagés dans des productions davantage en dehors de l'île de Montréal. On connaît la popularité du stand-up sur l'île de Montréal, même qu'on a une concentration d'humoristes sur l'île de Montréal. Mais les humoristes qui sont appelés à sortir de l'île pour aller se produire à l'extérieur, je pense que c'est eux qui sont à surveiller, qui vont être les humoristes émergents de demain. Tu dis... quand tu embarques, tu te sens bien quand tu embarques sur une scène, c'est là que tu es sur ton X, si on veut. Oui. Ça a toujours été le cas? Ça a toujours été le cas. Il n'y a pas un temps que tu embarquais sur scène puis tu t'es dit « Oh, qu'est-ce que je fais ici? » Mais il faut retourner à l'école primaire où est-ce que j'avais des présentations orales à faire, où est-ce que je voulais fendre, où est-ce que je voulais fendre en deux. Mais depuis
que j'ai gagné en confiance en moi depuis que j'ai l'impression d'avoir réussi à devenir un homme. Je vais le citer comme ça, là. Et l'armée, mon passage dans l'armée a été bénéfique pour ça. J'ai l'impression, à un moment donné, j'ai gagné en confiance en moi. Je me suis senti accompli. Et c'est là où est-ce que j'étais beaucoup plus à l'aise avec même m'exprimer devant des gens. Ouais. Ça a été un travail de longue haleine parce que dans l'armée, j'avais la chance de m'exprimer, j'avais la chance de donner des cours de formation. Okay. J'étais sergent, donc parler devant les gens, c'est venu naturel avec les efforts, avec le travail, avec l'expérience. Mais j'ai toujours fait du stand-up dans l'armée. Dans les rangs, j'étais celui qui attendait toujours l'opportunité de lancer un mot ou une phrase ou de roaster quelqu'un pour faire rire tout le monde. Tu peux faire ça dans ce qu'on appelle l'humour d'affiliation. Donc, okay. Je rentrais dans un groupe sans même nécessairement de connaître personne parce que j'étais drôle. Donc, on m'acceptait parce que j'étais drôle. Pas toujours drôle comme les gens l'auraient voulu parce qu'à une époque, on pouvait faire des choses qui, aujourd'hui, avec l'éducation, on ne peut plus faire et les gens peuvent faire le portrait qu'ils veulent dans leur tête, mais j'étais un clown dans l'armée pendant 20 ans, même si j'étais très sérieux en opération militaire, lorsque j'avais la chance, c'était justement de rendre des situations difficiles un peu plus acceptables, un peu plus agréables, parce qu'on était capable de sortir de cette souffrance-là. Une façon de lever la tension un peu des fois? Aussi. Ben oui. J'ai perdu ma mère à l'âge de 8 ans, donc j'ai toujours cherché à avoir l'attention des gens, l'amour, l'affection. Ça, clairement, premièrement, ça a été très difficile à un jeune âge, puis, c'est certain, mais là, tu t'es retrouvé, toi, tu es le plus vieux de deux, vous êtes deux, c'est ça? Puis là, tu vois, je fais du coq à l'âne, mais c'est pas grave, j'aime ça de même. Comment ça a été de dire, parce que je peux imaginer que tu as dû en quelque part, d'une certaine façon, parce que je me souviens bien, tu as dit que ton père, il n'était pas nécessairement apte à prendre le travail de père à lui seul. Exactement. Fait qu'en quelque part, tu te retrouves quasiment l'homme de la maison vis-à-vis ton jeune frère, peut-être. As-tu comme un rôle de père qu'il a fallu que tu adoptes pour dire, il va falloir que je m'occupe de lui des fois? Oui, j'ai pris ce rôle-là de protéger mon frère, mais en même temps, il faut savoir qu'à l'âge que j'avais, il me manquait beaucoup d'éducation pour être bienveillant envers mon frère. Je l'étais par réflexe, je l'étais parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, parce que j'ai à cœur que les autres soient bien, mais j'avais pas la maturité et l'éducation pour être suffisamment bienveillant envers mon petit frère. Tu sais, tout ce que je faisais, je le faisais du mieux que je pouvais, mais même si je m'en suis occupé, j'ai pas été adéquat pour lui. C'est ce que je voulais dire. Avec les connaissances que tu avais à cet âge-là, nécessairement. Et c'est plus tard que tu réalises que, même si on a deux enfants qui ont vécu le même parcours, les deux enfants réagissent pas de la même façon. C'est sûr. Et là rentre en question la personnalité, le parcours. Tu sais, j'ai 2 ans de différence avec mon frère. Mon frère, 2 ans plus jeune. Et je crois que ce 2 ans-là aussi peut être bénéfique pour moi. Donc, c'est sûr. C'est allé un peu moins bien pour mon frère. Est-ce que... Puis, dis-moi si je vais trop loin dans ma question, là, puis c'est correct, c'est pas de nos affaires, mais avoir ta réaction, c'était un sentiment de culpabilité qui vient avec ça? Oui. C'est plate un peu, parce que dans le fond, tu n'aurais pas, parce que dans le sens que tu fais toujours ce que tu peux avec ce que tu as, avec les moyens que tu as. Oui, non, c'est sûr que je me tape sa tête, mais je me tape pas sa tête à un point où est-ce que j'ai fait au mieux de ce que je pouvais avec les souffrances que moi aussi j'avais et les lacunes émotionnelles que j'avais. Donc, mais quand tu fais le portrait de ça, quand tu es plus loin dans ta vie, c'est sûr qu'il y a de la culpabilité, c'est certain. Puis j'aimerais ça revenir dans le temps pour être capable d'offrir quelque chose de différent en souhaitant que ça aurait changé certaines choses. Ouais. On souhaite tout ça pour quelque part dans notre vie. Je le souhaite heureux aujourd'hui. Mais là, en plus de ta relation avec ton frère à ce moment-là, en quoi cette partie-là de ta vie a dessiné ton trajet
Pour finir, est-ce que ça a un lien avec le fait que tu as décidé d'aller dans l'armée, par exemple, ou que tu as fait le choix aujourd'hui de tourner ça 180, comme dans le documentaire, de dire je suis devenu humoriste? Mon père n'a pas été adéquat, pas parce que c'était pas un homme qui avait pas le potentiel d'être adéquat, mais je pense qu'il a choisi de se retourner vers la DPJ pour offrir ce qu'il avait de mieux pour ses enfants sans perdre nécessairement le contrôle sur ses enfants. La famille a voulu nous adopter. La famille a voulu nous prendre. Okay. Et mon père a fait le pari de nous placer pour la DPJ de façon temporaire et venir nous rechercher après. Moi, j'y ai cru. Je ne sais pas si ça l'a fait une différence au bout du compte, mais j'ai cru mon père qu'il allait faire ça. Et il l'a fait. Donc, il est revenu nous chercher après une couple d'années dans des familles d'accueil. On en a fait plusieurs. Mon frère était très turbulent. Mais en vivant ça, je crois que ça a teinté mon choix d'aller dans les Forces armées canadiennes. Ouais. De façon inconsciente, puis je te l'explique de cette façon-là, je pense que j'ai toujours cherché une famille. Et j'ai trouvé une famille dans les Forces armées canadiennes. Ouais. J'ai trouvé une famille, j'ai trouvé comme une famille des gens qui croyaient en moi, des gens qui allaient miser sur moi, des gens qui allaient me protéger, des gens qui allaient me trouver une place. Me trouver une place pour que je puisse me valoriser, que je puisse gagner en estime de moi, que je puisse contribuer puis me sentir que je fais une différence pour quelqu'un. Et l'organisation a été extraordinaire à mon endroit. Fait qu'avant le fameux événement qui a tout changé, là, dans le fond, là, est-ce que tu sentais que tu t'accomplissais, dans le fond? Ah, je me suis accompli comme jamais. Ah ouais. Je me suis accompli comme... Même si j'avais rêvé comme petit cul de faire autant de choses et de faire autant de choses qui allaient me passionner, jamais j'aurais pensé à une carrière comme celle-là. J'ai fini aux forces spéciales et j'aurais jamais quitté l'unité. On parle de famille, bien celle-là est encore plus serrée, est encore plus... Dans les unités spéciales. Dans les unités spéciales, oui. Dans les forces spéciales. Parce que souvent, on va entendre des histoires de des gens que, vont rêver d'aller dans l'armée pour se rendre compte que c'est pas ce à quoi ils s'attendaient, puis ils vont ressortir désillusionnés, ils vont ressortir traumatisés. Bon, toi, il y a une histoire de traumatisme pour un événement, à cause d'un événement spécifique, mais c'est donc dire que ça répondait à tes attentes, dans le fond, tu as retrouvé ce que tu cherchais. Tout ce que j'avais besoin dans ma vie se retrouvait dans les Forces armées canadiennes sans même le savoir. Quand j'ai signé au centre de recrutement, c'est vrai, Saint-Jean, à l'époque, il était là, je ne savais même pas dans quoi je m'embarquais. Mais je voulais juste vivre une aventure, je voulais être différent des autres qui venaient de Limoilou comme moi. Je voulais vivre de voyage, je voulais vivre d'adrénaline, on dirait même de façon inconsciente. Je savais que j'allais aller combler des besoins, de vivre des sensations fortes. Et je me suis dit, si ça ne fonctionne pas pour moi, c'est pas grave. Je vais retourner à travailler comme technicien en service de garde ou je vais aller faire autre chose dans ma vie, même s'il n'y avait pas vraiment d'autre chose qui m'intéressait à part d'être policier. Et ça, je l'ai accompli au travers des Forces armées canadiennes. C'était une carrière. J'ai été policier militaire. Ce qui n'était pas évident parce que même si j'étais extrêmement performant et j'avais beaucoup de contacts, j'ai toujours une facilité d'être proche des chaînes de commandement, probablement de la façon dont je m'exprime, de la façon dont je me tiens, de la façon, le respect systématiquement que j'avais de l'institution. On m'a donné la chance de faire un changement de carrière. C'est pas évident, surtout dans un métier très contingenté comme celui de policier, parce que le métier de policier dans les Forces armées canadiennes, c'est pas comme dans les années 70 où est-ce qu'il n'y avait pas une formation complète reconnue par le Code criminel du Canada. Aujourd'hui, on a une formation qui est équivalente à celle de la GRC. Donc, ça me demandait pour moi de retourner aux études, aller faire des crédits nécessaires pour poser ma candidature, pour l'éligibilité de ma candidature, pour le transfert, donc des cours en psychologie, psychologie sociale et criminologie. Fait que j'ai tout fait ça de soir, par correspondance, pour en arriver à rentrer dans les critères d'admissibilité, poser ma candidature avec le support d'énormément de généraux et de commandants. Donc, j'ai fait mon propre lobby pour être capable de faire ce changement de carrière-là qui a été, encore une fois, me repropulser dans ma propre carrière, m'a donné un second souffle, m'a donné encore
je ne vais pas dire la rage, mais l'intensité que j'avais de vouloir travailler, puis de performer, puis de produire, parce que j'ai grandi d'un père qui valorisait le travail. Donc, j'ai toujours été un peu moins bienveillant pour être capable de me valoriser dans ce que mon père se valorisait. Ouais. Ça t'a permis de faire du sport aussi? Ça m'a permis de développer une carrière d'athlète professionnel en n'ayant jamais le souci de savoir si j'allais avoir un bon salaire. C'est extraordinaire quand tu y penses. Les opportunités que les forces offrent, puis je ne suis pas payé par les forces pour faire de la promotion ou du recrutement ou encore moins participer à un programme de rétention, mais sachez que cet univers-là, cet organisme-là, cette entreprise-là qui vous appartient offre aussi des carrières d'athlète professionnel si tu as le potentiel de te retrouver à l'international, le potentiel de rivaliser avec les professionnels de ce monde-là qui le font au travers d'autres organisations. C'était en quoi? C'était en basketball, en fait. J'ai commencé... Tu fais quoi, 6 pieds? 6'4", 6'4", 3 quarts. Hein? Je ne suis jamais rendu à 6'5". Anyways, même à 6'2", ça aurait pas, même à 6'7", ça n'aurait pas été assez grand pour jouer contre des hommes de 7 pieds dans ma position. Puis je vais t'en parler, mais comment je pourrais dire ça? J'étais au recrue. Et au recrue, on faisait le profil des joueurs de hockey. Okay. Les Forces armées canadiennes étaient au hockey. C'était le hockey qui comptait. Donc, on venait nous recruter au recrue en fonction de nos capacités de jouer au hockey. Et j'avais joué fort au hockey, donc l'armée me voyait comme un joueur de hockey pour une unité en particulier dans le métier que j'avais choisi. Donc, je savais que je m'en allais déjà à cette unité-là parce que j'avais des capacités pour jouer du gros hockey. Et c'est ce qui est arrivé. Quand j'ai joint l'unité, on m'a proposé de jouer au hockey à temps plein. Donc, je faisais pratiquement pas d'armée. Et le matin, au lieu d'aller courir avec tout le monde, ben, je m'en allais à l'aréna faire une pratique de hockey. L'après-midi, je m'en allais jouer des matchs. Et après ça, il y avait tous les championnats régionaux, nationaux. Mais est arrivé dans ma vie aussi le basketball. Je vais faire que je t'arrête, Steven, parce que je sais qu'il faut qu'on parle de quelque chose avant. C'est un peu plate, là, je te coupe. Non, c'est correct. Puis on va être capable. Sur le basketball, c'est ça. Oui. On est rendu là. Mais avant qu'on quitte, pour ceux qui nous écoutent via ma TV, il y a le festival La Relève qui commence bientôt. Je suis très excité. Tout nouveau projet que j'ai avec une équipe en or. On est après fondé le premier festival d'humour de La Relève à Gatineau qui va se dérouler du 30 mai au 3 juin. On est après développer les réseaux sociaux. Allez vous abonner déjà aux plateformes. Ça va se tenir dans le vieux hall. Les établissements vont être annoncés. La programmation va être annoncée à la fin mars, mais on fait le lancement du festival en direct des Mercredis de l'humour, qui est la plus vieille soirée d'humour au Québec, sur le Soundcheck Podcast, qui va être devant le public, live encore, comme tout le monde le connaît sur les plateformes. Donc, le 22 février, on fait le lancement de ce festival-là. J'ai très hâte. Ça va être très abordable. Ce qu'on veut, c'est favoriser la collaboration avec les humoristes de la région, avec tous les autres humoristes du Québec. Excellent. Moi, je vous dis merci, ceux qui nous écoutez via ma TV. Je vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud. Sinon, la chaîne YouTube de TVC Bassiliev pour la suite de l'entrevue. Merci beaucoup. Donc, excuse-moi pour ça. C'est correct? On se disait, bon, c'est ça, passer du hockey au basketball. Oui. J'ai grandi au Patro Rocamadour. Et pour ceux qui connaissent les Patros, c'est un centre communautaire géré par des religieux de Saint-Vincent-de-Paul qui nous donnait la possibilité à nous. Et j'ai été là de 6 à 18 ans, grosso modo, de faire tous les sports inimaginables en échange de participation aux activités de pastorale. Grosso modo, ça ressemble à ça. On était obligé de faire de la pastorale, ce qui n'était pas mauvais pour notre éducation. Pour le côté religieux, on passera. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on y trouvait notre compte parce qu'on faisait une pléiade de sports, d'équipe. Et c'est là où est-ce que j'ai touché à tout. Donc, j'étais quelqu'un qui avait une facilité avec les sports. J'étais performant dans tous les sports. Donc, quand je suis arrivé dans l'armée, j'ai fait la même chose. J'ai pris à peu près tous les sports qui existaient et je voulais jouer dans toutes les équipes. Mais je voyais que j'avais un grand potentiel en basketball. Et en plus du grand potentiel que j'avais, j'aimais l'ambiance autour du terrain. J'aimais l'ambiance qui était une ambiance un peu de... Comment je pourrais dire ça? Une ambiance de collectivité autour d'un sport. J'avais jamais connu un sport où est-ce que tu pouvais être si proche du public et de performer en même temps. Donc, ça a été
un conte de fées avec le basketball. J'avais joué au cégep de Limoilou. On avait gagné un championnat régional. Je savais que je commençais à développer des capacités, mais ça a été rapide, mon évolution en basketball, avec des entraîneurs extraordinaires, des gens qui ont cru en moi. Et rapidement, j'ai performé au niveau régional. J'ai performé au niveau national. Je suis devenu, en fait, un des joueurs importants de l'équipe, ce qui a fait que j'ai été sélectionné pour l'équipe nationale, qui est Équipe Canada militaire en basketball. Et je suis allé jusqu'à jouer pour les Olympiques militaires, qui à Rio de Janeiro en 2011. J'aurais aimé en faire plus qu'un Olympique militaire, mais encore une fois, comme les Olympiques civils, c'est aux 4 ans. Et ils prennent toujours les meilleurs qui sont disponibles dans l'alignement. Et puis, cette année-là, ben, tu as manqué ton camp d'entraînement ou tu es arrivé moins en forme, ben, il est possible que tu te fasses dépasser par un autre. Fait que est-ce qu'on peut parler du jour J où ça a changé à l'armée, où tu as vécu l'embuscade? On peut en parler, mais d'entrée de jeu, j'aimerais ça te dire que de par l'entraînement de base des recrues, l'École des recrues des Forces armées canadiennes, plusieurs êtres humains que moi j'ai rencontrés, je parle de mon échantillonnage puis mon expérience, puis c'est important de tout mettre ça en contexte. Tu sais, j'ai servi de grosso modo de 99 à 2019. Donc, c'est cette période-là qu'on parle. Et chaque personne va vivre un événement. Bien, mettons, 2 personnes qui vivent le même événement ne peuvent pas nécessairement le processer de la même façon. Absolument. Donc, ça va être vraiment mon opinion. Et sachez que quelqu'un qui était là dans le même événement que moi pourra avoir une perception différente. Tout à fait. Bien, surtout dans les événements... de la situation et réagir de façon différente. Ben, c'est sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on parlait de blessures ou d'événements qui étaient potentiellement traumatiques. Juste l'entraînement des Forces armées canadiennes peut être un passage potentiellement traumatique de par l'harcèlement que tu as à vivre une forme de déconstruction émotionnelle pour en faire de toi, je vais dire, une machine. Je ne sais pas si les gens vont bien comprendre. Ouais. C'est que je crois, puis encore là, c'est peut-être pas intentionnel, mais de par du harcèlement répété. Puis là, quand je parle d'harcèlement, là, je vais vous le décrire. Mettons que tu te fais dire à chaque exercice, à chaque chose que tu fais que tu es un pas bon, que tu ne réussis pas à rencontrer les critères, que tu rencontres pas les standards, puis toi, tu te vois performer, il y a un choc de valeur. Là. Tu dis, moi, je donne tout ce que j'ai. Je ne peux pas en donner plus. Je suis à côté. Et eux autres me disent encore que je suis un pas bon, puis je ne rencontre pas les standards. Ça fait partie, pas de l'éducation, mais ça fait partie de l'endoctrinement. Mais ça laisse plusieurs êtres humains maganés. Ceux qui ont moins confiance en eux, ceux qui ont la difficulté à avoir leur repère, à voir si leur production fait du sens ou ça fait vraiment pas de sens. Puis si ils ne le savent pas, ils vont prendre des instructeurs homo, ce qui peut être très, très, très dommageable. Puis on le voit, des gens qui ont été scrappés aux recrues, il y en a des tonnes. Ah ouais. Je souhaite que les recrues soient différentes que dans mon temps. Je suis convaincu qu'ils sont différentes, sont beaucoup plus sensibles. Il y a beaucoup plus de professionnels de la santé mentale qui travaillent avec eux. Mais encore là, de par la nature des choses, c'est un entraînement qui est difficile. Ben, c'est difficile. Mais le but, j'imagine, c'est quand tu parles de déconstruction, c'est que tu sois plus connecté aux émotions parce que tu dois être efficace sur le terrain. Tu sois moins connecté à tes émotions, ce qui fait en sorte que tu es beaucoup plus efficace quand tu arrives à une situation traumatique parce que tu n'as pas autant de sensibilité. Puis encore là, on sait qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus empathes, il y a des gens qui sont hypersensibles. Ça aussi fait partie de la réalité de qui peut être blessé davantage suite à un événement traumatique. Tout à fait. Mais ce pas des choses qu'on parle beaucoup. Non. Et oui, on peut parler de... Donc, c'est une situation d'embuscade. C'est une situation d'embuscade. Est-ce que ça avait été médiatisé, ça? Est-ce qu'on a entendu parler après au pays? Parce que je sais qu'il y en a eu des histoires, en tout cas, je connais pas les détails de ton histoire, mais il y en a eu qui ont été médiatisés. Et je me demandais si c'était quelque chose qui était connu du public ou non. Bien... Autre que par ton témoignage à toi, maintenant. Dans une embuscade, tu n'as pas le temps de préparer une caméra pour... Non, je sais. Mais... T'es pris de surprise. Tout à fait. Donc, ce que vous avez vu beaucoup, c'est des opérations d'Op Medusa en 2006, où est-ce que ça a commencé à brasser énormément pour les opérations. Et le Canada en Afghanistan dans certains secteurs. Puis encore une fois, c'est pas tout le monde, c'est pas partout. C'est toujours situationnel et circonstanciel. Donc,
beaucoup d'images que vous avez vues de ce temps-là, mais aussi beaucoup d'images de position de position défensive. Donc, c'est plus facile de mettre des images, de prendre des photos sur des positions défensives, mais quand tu es en mouvement, tu es dans un convoi, tu n'es pas prêt à capter des images de quoi que ce soit. Et moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était une source de distraction de filmer. Et après ça, ce que tu as filmé peut avoir aussi du contenu qui est classifié. Et si tu venais qu'à être pris en otage par l'ennemi ou que ton matériel informatique a été saisi, ben, tu es après de divulguer de l'information qui est classifiée. Donc, tu nuis aux opérations. Ça, c'est mon opinion personnelle. Tu sais, on en voit tellement d'images présentement en Ukraine. Mais l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Et ceux qui sont allés servir là-bas comme mercenaires ou comme soldats volontaires, mettons qu'on prend en considération qu'ils ne touchent pas de maudite scène, j'ai l'impression que des fois, c'est plus pour montrer ce qu'ils sont allés faire que d'aller juste faire leur travail. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un fame qui vient avec ça et un soldat qui est très connu de tout le monde, c'est Wally, le Wally de tireur d'élite, que j'ai eu justement en entrevue sur mon Soundcheck Podcast. Ah, tu vois, j'ai pas vu ça. Et Wally, durant cette entrevue-là, je pense, a cheminé des raisons pour lesquelles il sentait que son corps avait besoin encore de s'impliquer dans un conflit armé. Parce qu'il faut faire une introspection sur pourquoi j'ai envie d'aller aider un pays qui ne fait pas partie de l'OTAN. Moi, c'est une des premières questions que je me posais. Pourquoi ce pays-là ne fait pas partie de l'OTAN aujourd'hui? Pourquoi qu'on supporte un pays qui ne fait pas partie de l'OTAN? Puis encore là, je viens de te le nommer, le gouvernement supporte cette opération militaire-là. Du moins, ce qu'on veut, c'est supporter l'Ukraine du moment d'une façon diplomatique X, Y, Z, mais de par le support du pays à l'Ukraine dans ce conflit-là, ben on va comme motiver certains anciens militaires qui ont ce désir-là d'adrénaline d'aller chercher leurs besoins là-bas. De façon, entre guillemets, on va le mettre entre guillemets, légale. Oui, c'est parce que... Et il y en a beaucoup de vétérans comme ça. Mais... Qui ne savent pas qu'ils s'en vont là-bas. Ben, ils pensent qu'à première vue, c'est pour des raisons sociales. Mais après ça, quand il y a une petite introspection, là, ils peuvent peut-être voir des besoins de vivre des sensations fortes pour se sentir vivant. Chercher de l'amour de soi. Ben, pour sentir quelque chose. Beaucoup de militaires sont déconnectés à un point où est-ce que, peu importe ce que tu vas leur dire ou tu vas leur faire, tu les atteindras pas. Mais là, quand ils font ça volontairement, je veux dire, c'est à leur propre dépense, puis ils se rendent là-bas pour vivre ces choses-là. À leur propre risque, sans support nécessairement sans support des Forces armées canadiennes, sans support de notre pays. À part peut-être un support diplomatique, il faudrait que je vérifie. Je parle au travers de mon chapeau sur beaucoup de choses, mais j'essaie juste de dire que des fois, notre désir de combattre une fois que la mission est finie, la mission canadienne, c'est probablement pour des raisons beaucoup plus personnelles et des blessures qui ont été contractées en service. C'est une hypothèse. Fait que pour en revenir à l'embuscade... Donc, aucune... Est-ce que ça a été médiatisé? Oui, au travers de certains programmes de dédommagement des anciens combattants. OK. De vivre une expérience comme celle-là, il y a certains programmes qui dédommageaient financièrement les soldats. Ça n'a pas été mon cas, mais le Canada a regardé l'événement et a décidé de me décorer de la médaille du sacrifice suite à l'événement. Okay. Donc, oui, ça a été détaillé, oui, ça a été regardé, ça a été entériné par la chaîne de commandement, par les opérations, parce qu'on avait des archives de ça. J'ai fourni des archives lorsqu'un de mes amis m'a informé qu'il m'avait mis en nomination pour cette médaille-là. C'est pas quelque chose que j'ai jasé dans les médias, mais s'il y a une trace de cet événement-là, définitivement, c'est dans les livres des opérations, je vais dire ça comme ça, de l'armée, puis les anciens combattants, bien entendu. OK. Puis, est-ce que, parce que, bon, tu as eu un choc post-traumatique suite à ça et tout ça, est-ce que tu es en mesure, est-ce que tu t'en souviens, ou c'est vague, ou comment est-ce que tu le vis quand tu y repenses?
je me souviens pas de grand-chose. Je me souviens souvent des mêmes images, et c'est ces images-là souvent qui accompagnaient mes cauchemars. C'est des images que j'ai désensibilisées au cours de la psychothérapie, au cours de toutes les différentes psychothérapies que j'ai faites, parce que la première, j'ai commencé à me traiter moi-même. Je viens d'une époque où est-ce que dans l'armée, on disait « Tu vas pas voir le médecin. Tu t'en vas pas parler de tes problèmes parce que le médecin va te mettre en arrêt de travail. » Puis là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas forcer tes collègues à travailler davantage. Tu vas leur donner ta charge de travail et ils vont être obligés de le faire. Tu n'es pas plus apte à la faire de toute façon. Parce qu'on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu es toujours en devoir dans les Forces armées canadiennes. Donc, si tu n'es pas là, on va devoir combler ton absence et tu vas nous faire payer. Ça, c'était la phrase. Tu vas nous faire payer, tu vas nous faire mal. On va devoir prendre des bouchées doubles, puis après ça, il va arriver des blessures, puis ça va être de ta faute. Donc, pendant tout ce temps-là, on était encouragés à fermer notre gueule et ne pas aller voir le médecin. Fait que des fois, ça aurait pu probablement être différent si tu avais pu en parler en cours de route, tu avais pu commencer à nommer des symptômes, que tu aurais pu essayer de comprendre des mécanismes, mais des symptômes que tu vivais et de mettre en place des mécanismes d'adaptation. Et ça, c'est plus tard. C'est quand souvent le chaudron déborde qu'on est rendu là. Là, tu dis, tu t'es traité toi-même, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, étant donné qu'il y a une partie de honte qui vient avec la blessure, j'ai essayé de ne pas le dire et d'essayer de faire de l'exposure thérapie par moi-même. Donc, c'était d'écrire ce que je vivais, mes symptômes, mes impressions, ce que j'ai senti, ce que j'ai goûté, ce que j'ai vécu, ce qui faisait en sorte qu'à long terme, à force de le faire l'exercice, puis moi, je brûlais les documents, ça avait une signification dans ma structure de sens, j'arrivais à vivre beaucoup moins d'intensité lorsque je pensais à ça. Ou que j'avais un trigger face à... C'est quoi un trigger en français? Un déclencheur. Déclencheur. Oui. Donc, lorsqu'il arrivait un déclencheur, je savais c'était quoi le phénomène, qu'est-ce qui se passait, puis qu'est-ce que je pouvais faire pour être capable de me ramener. Pas à la réalité, parce que j'ai pas eu vraiment énormément de flashbacks ou de dissociation, mais d'arriver à sortir de cet état-là qui est envahissant à un point où est-ce que tu veux plus rien faire. Ouais. Puis la prochaine étape, c'était quoi? Premièrement, comment est-ce que tu... aujourd'hui, je consulte encore. Oui, j'en doute pas. Mais je veux dire, parce qu'il a dû avoir un moment donné où ça a crié dans ta tête de dire « OK, mais là, il faut que j'aille chercher de l'aide. Je peux pas juste faire ça moi-même. » Là. Oui. J'étais en poste aux forces spéciales et j'avais de la difficulté à lever mon sac de hockey. Donc, j'avais de la difficulté à effectuer mon travail de façon efficace comme je le faisais. Donc, il y avait aussi... J'avais posé le jugement que je fais partie d'une unité d'élite, puis je commence à sentir que je traîne de la patte. Donc, je ralentis le groupe. Il faut que je fasse quelque chose. Je dormais par terre dans un bunker anti-bombe avec mon collègue de travail parce que c'était là où est-ce que je me sentais safe de dormir. Je dormais sur le plancher. Mon chum me watchait. Quand il y avait de quoi, réveillait. Fait que beaucoup de méthodes adaptatives pour être capable de toujours performer ou du moins de produire, mais je savais qu'il fallait que je me traite. Je savais qu'il fallait, pas juste pour l'institution, mais pour moi-même, les proches autour de moi, mon énergie, ma qualité de vie, il fallait que je passe par là. Et j'y croyais, en fait, que ça pouvait mener à quelque chose de positif. Tu sais, faut que tu y crois. Beaucoup de vétérans n'y croient pas. Que d'aller raconter ces choses à quelqu'un qui ne connaît pas, et souvent, ils vont s'arrêter à un travailleur social ou un psychologue avec lequel il n'y a pas d'affinité. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de lien de confiance. Et ce lien de confiance-là est primordial pour aller confier ce que tu as sur le cœur, ce qui t'envahit. Et je le dis, puis je le nomme parce qu'ils sont plusieurs à avoir essayé de passer au travers de la thérapie, mais se sont butés à des êtres humains qui manquaient d'empathie, des êtres humains qui voulaient les sauver. Parce que c'est un des problèmes, et ça non plus, j'en ai pas parlé beaucoup, les thérapeutes, plusieurs d'entre eux, sans généraliser, ont une volonté de sauver le client.
avec le PTSD et surtout avec des clients qui ont un passé militaire, je crois que l'approche doit être différente. Je crois qu'on doit être là, on doit être à l'écoute, mais de ne pas choisir le moment où est-ce que, ben là, c'est le temps, ça fait 8 séances, là, il faut que tu t'ouvres, là. Là, il faut que tu parles de ça, là. Des fois, ça peut prendre beaucoup plus de temps, mais les services et les soins, des fois, qui sont pas admis, ben, où est-ce que des humains, des fois, l'humain voudrait avancer plus vite que le client est prêt à avancer. Ouais, j'appelle le client, je sais que c'est très impersonnel, là, mais j'avais pas envie d'appeler ça patient, j'avais envie d'appeler ça client. Ben oui, mais puis chaque personne étant différente, c'est sûr que c'est pas tout le monde que ça va être en 8 jours ou dans un protocole bien clair que c'est comme ça que ça se passe. Non, il y a des gens qui ont de la difficulté à rentrer en relation interpersonnelle de facto, de par leur personnalité. Ouais. Il y en a qui sont introvertis, il y en a d'autres qui sont extrêmement gênés, il y en a d'autres qui ont subi d'autres traumatismes qui n'ont rien à voir avec le service militaire aussi. Donc, l'approche doit être beaucoup plus, à mon avis, beaucoup moins, qu'il y ait beaucoup moins d'attentes dans un avenir rapproché. Et je le sais que leur objectif aussi, c'est d'essayer de désensibiliser, d'être capable de rendre le soldat apte à retourner en milieu de travail parce qu'on veut pas le perdre. On ne veut pas qu'il s'en aille en congé de maladie. On ne veut pas qu'il sorte des Forces armées canadiennes parce qu'il ne rencontre plus les règles universelles de service. Donc, on essaie de presser, on essaie de pousser parce qu'il y a probablement une volonté ou une façon de penser au niveau médical qu'il y a certains êtres humains que tu as besoin de « let's go ». Une petite pouce, là. Une petite pouce. Ouais. Je le crois, mais la petite pouce, c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout au même temps non plus. Non. Je pense que ça prend beaucoup un bon senti de la part des thérapeutes pour accompagner ces gens-là qui ont fait un métier, qui ont vécu des événements qui sont très particuliers. Puis toi, est-ce qu'il y a été question que tu retournes ou bien tout de suite, tu savais que c'était fini? Moi, j'ai pas juste un trouble de santé mentale, mais mon corps est fini. Okay. J'ai de l'ostéoarthrite, j'ai de l'arthrite généralisée dans mon corps. J'ai des douleurs chroniques, je fais de la fibromyalgie, j'ai énormément de... Je pense que je dois avoir au-dessus de 40 conditions diagnostiquées dans mon corps qui sont reliées au service. Donc, mon corps est fini. J'ai de la difficulté des fois à monter ou à descendre les marches, à me tenir sur mes deux pattes. Faut que je me trouve une place pour m'asseoir. Donc, j'ai dû aussi m'adapter. Quel âge que tu as, si tu permets? 44 ans. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais avec la carrière d'athlète, avec toutes les compétitions, les entraînements, je m'entraînais pendant 20 ans, 3 fois par jour. Ça laisse des séquelles. En plus, j'ai abusé de psychostimulants pour augmenter mes performances. Je me retrouve avec un corps d'un vieux monsieur. Tu sais. Donc, ça aussi, c'est un autre défi dans ma deuxième carrière, c'est de prendre soin de mes maladies qui sont dégénératives, tu sais, pour être capable d'avoir une qualité de vie. Donc, je savais que pour moi, la fin était arrivée. Je ne rencontrais plus les règles universelles de service. J'aurais besoin beaucoup trop de méthodes adaptatives pour être capable de rester en service dans un métier probablement qui n'aurait pas rencontré mes besoins. Ouais. Puis là, comment est-ce qu'on est passé de... Puis là, je prends ta ligne à toi, j'ai pas de crédit, de G.I. Joe à G.I. Joke. ce qui est ma blague d'opener sur scène. Ça se fait naturellement. J'avais une sensibilité pour mes propres besoins. Je savais que j'étais déconnecté de mes émotions en partie et je me devais de choisir un métier qui allait m'apporter autant d'intensité que quand j'étais athlète, où j'étais dans les Forces armées canadiennes, mais qui allait être beaucoup moins dommageable, beaucoup moins nocive. Et la scène était tout désignée pour moi. Je l'ai expliqué tantôt, j'étais un clown. J'avais une facilité de faire rire, j'avais le sens du punch. C'était pour moi un métier que je rêvais quand j'étais TQ et que j'allais au Dagobert dans la ville de Québec pour les lundis juste pour rire. Je savais que c'était ça qui allait me passionner et me driver. La seule chose que je ne savais pas, est-ce que j'allais être capable de tirer mon épingle du jeu dans l'industrie? Et là, aujourd'hui, je suis capable de dire oui. Mais je ne savais pas si j'allais être suffisamment drôle et pertinent pour être capable de percer le marché. Parce que je me suis dit, si je m'en vais en humour, c'est juste correct.
je ne retrouverai pas le même feeling que j'ai de besoin. Donc, je vais essayer de me trouver autre chose. Fait que même si j'abordais cette deuxième carrière-là de front, avec beaucoup d'intensité, avec passion, si je n'arrivais pas à y trouver mon compte au niveau émotionnel, j'étais prêt à changer pour aller faire, je sais pas, du mercenariat. Mais l'École nationale de l'humour. Oui. T'as voulu rentrer alors qu'on est en pandémie, c'est ça? Ils ont été extraordinaires avec moi. J'ai Ouais. commencé à l'École nationale de l'humour. J'ai rencontré Yves Trottier, qui était directeur des programmes, un ancien du collège militaire royal, qui m'a accueilli dans son bureau comme si j'étais un frère d'armes et qui m'a expliqué qu'est-ce qu'était l'École nationale de l'humour. Et il ne m'a pas caché que c'était rempli de défis. Il ne m'a pas caché qu'il y avait beaucoup d'appelés, peu d'élus. J'ai voulu embarquer là-dedans et la première porte que j'ai prise, c'est celle des cours récréatifs à l'École nationale de l'humour. Ils sont extraordinaires au niveau de la pédagogie. C'est un programme récréatif, mais qui peut servir aussi les futurs humoristes qui veulent faire ça de façon professionnelle. Okay. Il y avait à cette époque-là aussi d'autres cours. Il y avait les ateliers Frank Grenier qui offraient aussi de la formation. J'ai pris une formation en roast, une formation en animation. Donc, je suis allé chercher 13 formations avant d'être accepté à l'École nationale de l'humour sur un programme de jour qui s'appelait Création humoristique, où est-ce que chaque année, on accepte seulement 12 candidats à grandeur du monde. Donc, il y a une école, elle est à Montréal, et à chaque année, on prend seulement 12 candidats. J'ai été sélectionné après 3 tentatives de rentrer dans cette institution-là. Ouais. T'as 3 tentatives, ça veut dire que tu peux appliquer combien? Une fois par année? Exactement. OK. Exact. Sur 3 ans, t'es revenu. Oui, la 3e année a été la bonne. Wow. Mais j'avais été à l'écoute aussi de ce que l'école me demandait comme devoir, dans le sens que fallait que je travaille. Excuse. Je travaille plusieurs aspects de ce que je produisais déjà pour être capable de rencontrer leurs critères d'admissibilité, Okay. puis après ça, qu'eux aient dans leur vision que moi, j'ai le potentiel de devenir un humoriste populaire. Encore aujourd'hui, ils me supportent dans la gestion de ma carrière, sont encore présents. Je vais encore à l'école les saluer. Et c'est une institution extraordinaire qui offre des cours récréatifs, mais où est-ce que plusieurs humoristes établis aujourd'hui ont passé pour être capable d'apprendre la pédagogie en arrière de comment faire rire quelqu'un. Et après ça, c'est leur parcours à eux qui a fait en sorte qu'ils ont développé dans l'industrie. Puis là, ton vécu dans l'armée, est-ce que tu l'utilises dans ton humour? Oui et non. Dans le sens que des fois, il faut que tu prennes une anecdote, une situation qui t'est arrivée, il faut que tu l'exagères. Il faut que tu la modules pour qu'elle soit intéressante devant le public. Ouais. Donc, si vous écoutez des humoristes, il est possible que vous ayez une partie de la vérité, que vous n'ayez pas toute la vérité, parce que l'exagération est un procédé humoristique, entre autres. Mais j'essaie de plus en plus de m'inspirer de ce qui m'arrive dans la vie. Mais je parle beaucoup de moi. Dans un premier spectacle, quand on commence comme humoriste émergent, tu veux te présenter. Les gens ne te connaissent pas. Même si tu es très efficace, les gens vont avoir une curiosité et une soif de te connaître. Donc, tu n'as pas le choix dans ton stand-up d'établir la première année une carte de présentation, puis après ça, rentrer davantage dans des anecdotes. Mais c'est primordial de te faire connaître du public qui tu es, parce que les Québécois veulent savoir qui est en arrière du clown. Qu'est-ce qui pogne aujourd'hui? Parce que je trouve ça difficile, l'humour, parce que c'est très personnel. Puis moi, pour être bien sincère, là, j'ai écouté Louis-José Hood, puis après ça, mettons, puis il est plus considéré jeune, là, Louis-José. Non. Puis après ça, j'ai comme décroché. J'ai bien aimé Louis-José, mais j'ai de la misère à suivre l'humour québécois. Moi, ça ne me rejoint pas. Puis c'est très personnel, l'humour. Hein? Ça va te faire rire. D'autres personnes ne feront pas rire. Moi, je suis de l'époque de RBO. RBO, ça faisait bien rire. J'ai trippé Daniel Lemire. Probablement dans un médium que tu as beaucoup aimé aussi. Oui, effectivement. Ouais, les parce sketchs, que les personnages. L'humour est large. On pense que l'humour, c'est le stand-up. Non. L'humour est à la télévision, l'humour est à la radio, l'humour est partout. C'est vrai. Même dans les milieux de travail, dans les conférences. Donc, il faut voir le milieu de l'humour beaucoup plus large que celle d'une seule personne qui est sur scène qui te fait rire. C'est ce que j'ai découvert avec l'École nationale de l'humour. C'est pas unidimensionnel. Au contraire, si tu veux être un humoriste qui se développe au Québec, il faut que tu touches plus qu'une forme d'humour. Puis ça va t'aider à te faire connaître.
Ouais, ben regarde comment est-ce qu'on en va dans la publicité à ce temps, Oui. c'est vrai. Beaucoup de monde aussi de la population en général ne comprend pas le sarcasme ou ne pige pas le sarcasme. C'est difficile le sarcasme aujourd'hui. C'est difficile. Parce qu'en plus, il faut que tu fasses attention à tout ce que tu dis Oui. en 2023. Mon écriture, à chaque jour, est teintée de nouvelles valeurs sociétales. Okay. Tu ne peux pas faire abstraction à ça. Tu ne peux pas, C'est dur. tu peux Ouais, pas tu dire peux pas. « fuck you ». J'ai aucune sensibilité face à ça. Faut que tu en aies une sensibilité. Excuse. Par contre, même si j'avais une sensibilité, j'ai aussi le devoir d'écouter ce que les gens qui achètent des billets veulent entendre. Donc, ce qu'on pense qui est révolu, c'est pas nécessairement révolu en salle de spectacle. Okay. Il y a encore des humoristes qui font du contenu qui, aujourd'hui, pourrait être polarisant si c'était rendu de façon publique. Ouais. Donc, je pense qu'il faut que tu essayes d'avoir une sensibilité, mais en même temps, de ne pas nécessairement tout abandonner ce que tous ces années-là d'humour ont apporté aux Québécois, puis, tu sais, je vais aller dans toute la francophonie. Ouais. Parce qu'avec toute la censure qu'on voit aujourd'hui, là, puis là, ce que je trouve assez spécial, c'est comment est-ce qu'on revient en arrière. Puis on dit, ben là, ces livres-là, là, on va les brûler. Là, on a vu du monde qui ont brûlé des Tintins. Tu dis, à un moment donné... On voit un retour de la religion aussi. Comment? On voit un retour de la religion. Tu sais, l'importance de la religion, on voit ça. Pas avec la religion catholique. Ben la spiritualité, sinon. Ben exactement. Donc on voit que il y a un système de valeurs qui, on dirait, est défendu aussi par les réseaux sociaux. Ouais. Tu sais, tu vas adhérer à notre système de valeurs, sinon tu vas payer le prix C'est ça. qu'on va décider de façon collective, qui n'a rien à voir avec le code criminel, là, qui n'a rien à voir avec aucun règlement de notre pays, mais le prix à payer est celui de disparaître de l'espace public. Ben, ouais, donc, tu n'as pas le choix d'avoir une sensibilité. Mais tu as une sensibilité, mais en même temps, j'imagine, quand tu écris ce que ça t'arrive, tu penses à un sketch, tu penses à une blague, tu dis « Oups, je recule en arrière, je peux pas aller jusque-là. » Oui. Ben oui. C'est un peu plate. C'est plate. Tu n'as pas le choix d'aller au bout de ta créativité. Donc, tu vas l'écrire, mais est-ce que tu vas le dire sur scène? Ça, à ce moment-là, ça sera un jugement de valeur. Ça sera ta propre décision et tu dois vivre avec tes conséquences parce que c'est toi qui écris, c'est toi qui joues. Donc, tu ne peux pas mettre la faute sur personne. Tu ne peux pas faire comme un bon fonctionnaire de dire c'est pas de ma faute, c'est l'autre département. L'autre département, c'est toi. Ouais. Mais est-ce que ça te nuit pas comme créateur à quelque part ou est-ce que ça nuit en général à l'humour d'être obligé de naviguer toujours cette tous ceux qui font de l'humour noir aujourd'hui. Puis prends comme exemple Mike Ward. Mike Ward a été polarisant. Absolument. Et aujourd'hui, il est reconnu comme un des meilleurs humoristes du Québec. Il fait encore de l'humour noir. Mais son humour noir, parce qu'il est connu, et il a développé, puis il a su convaincre les gens qu'en arrière de son humour noir, il y avait une sensibilité, il y avait une crédibilité, c'était bien écrit. Là, on est prêt à accepter que Mike Ward fait de l'humour noir, même si plusieurs médias vont encore le bannir, l'invitera pas, le voudra pas, parce que, encore une fois, on est très sensible aux commentaires du public et on veut rien de polarisant, on veut pas de critiques négatives, donc on n'ira pas là. Mais l'humour noir au Québec a toujours pris une place de choix avec les Québécois. J'en fais un peu, mais ça a été polarisant dans mes débuts en humour parce que les gens me connaissaient pas, les gens voyaient ou entendaient comment je pourrais dire ça? Tu sais, quand on me présente comme ancien militaire, j'arrive avec une couleur et une odeur sans même que j'ai ouvert la bouche. Et j'ai le défi d'aller convaincre les gens que je suis pas un de leurs préjugés. Parce que ça vient avec beaucoup de préjugés. Je peux imaginer, ouais. Ils peuvent penser, c'est un redneck amateur de fusil, mettons, je sais pas, là. Ouais. C'est un conservateur à l'extrême droite, que c'est quelqu'un qui aime la violence ou qui a été violent ou qui tue des gens. Donc, on nous case, on nous compartimentalise à un point où est-ce que ça fait mal quand tu veux aller dans l'espace public, une fois que la carrière finit, ou tu veux retourner, tu veux te réintégrer en société. Il y a des gens qui ont des gros préjugés. Tu ne les feras pas changer d'idée demain matin. C'est un travail de longue haleine. J'ai toujours dit, le gouvernement a une responsabilité au travers de la télé d'État ou la radio d'État de redorer l'image du militaire et du vétéran parce que quand on retourne dans la vie civile, puis surtout si on choisit la vie publique, on va se frapper à beaucoup
beaucoup de préjugés, beaucoup de gens qui ne seront pas enclins à te donner ta chance à cause qu'ils ont tout ce bagage-là qui a été présenté devant les médias qui ne reflète pas la communauté des vétérans ni la communauté militaire. Mais si on a un événement où est-ce qu'un militaire s'est mal comporté, on va le mettre partout, on va le faire entendre. Ouais. Donc, il y a un travail à faire et je suis prêt à le faire. Je suis ici aujourd'hui et il y en a plusieurs dans ma communauté aussi qui sont des bons porte-parole, des bons représentants de la communauté. Puis j'ai vu que tu te promènes beaucoup. Oui. Fait que là, je pense que demain, tu t'en vas à Longueuil. Ben là, pour les gens qui l'écoutent, demain, je suis le temps d'un rire au bungalow, qui est une soirée. En fait, c'est la soirée, je crois, où Julien Lacroix a fondé son empire, je vais dire ça comme ça, qui a été repris par David Vadeboncoeur, débuté ça en pandémie. Très hâte d'aller jouer là. Je joue une soirée aussi, je suis humoriste en résidence à Humourgy au barrage, qui est une soirée pas très loin de là aussi. Donc, le monde de Longueuil, c'est les gens qui m'ont adopté et j'ai très, très hâte d'aller faire ce spectacle-là. Je me promène partout au Québec. Il semble avoir une volonté à m'engager et c'est pas moi qui va s'en plaindre. Là. Je suis très, très, très heureux, même très privilégié. Fait que les gens qui veulent te suivre, ils peuvent aller Facebook, Instagram, Steven Bilodeau humoriste. Ma chaîne YouTube, Steven Bilodeau humoriste aussi, où est-ce que vous allez retrouver beaucoup, beaucoup de contenu, des entrevues. Et sinon, j'ai un compte TikTok. J'ai la volonté d'en mettre davantage. Mais si vous allez voir le contenu, il n'y en a pas assez. Donc, je dois travailler à essayer de me faire connaître davantage sur TikTok. C'est sûr que je vais favoriser qu'allez vous abonner au Festival d'humour de la Relève de Gatineau. Si vous voulez nous donner un coup de main, continuez à partager notre image de marque parce qu'on va arriver avec une belle programmation. Sinon, site web stevenbilodeau.com. Mon reportage à TVA, qui a été un beau portrait aussi de mon passage de ma carrière de militaire à celle d'humoriste. Vous pouvez aller voir ça, ça s'appelle Rire pour guérir. C'est un petit 22 minutes qui si vous êtes intéressé à mes propos, ben, vous allez découvrir un petit peu aussi une autre facette de ma personnalité et de mon parcours. Sinon, on fonde aussi cet été Expo en humour, qui fait partie du festival agricole de Trois-Rivières. Pour ceux qui connaissent l'Expo agricole de Trois-Rivières, ben, cette année, sur 10 jours, on fait 9 podcasts et 9 soirées d'humour qu'on appelle de type headline. Donc, on produit ça, on lance ça aussi cet été. Le Soundcheck Podcast va être dans 6 festivals partout au Québec au cours de la saison estivale. J'ai très hâte de vous voir. Puis, je vais le dire sur tes ondes, puis c'est important parce que je me suis fait dire cette semaine, on aimerait ça aller te parler, mais on pense que tu es trop occupé ou on ne veut pas te déranger. Venez me voir. Venez me parler. Venez me raconter vos vies. Je carbure aux êtres humains, peu importe qui vous êtes. Ben, vraiment excellent. On va suivre ça. Puis je te dis un gros merci d'être venu à l'émission et d'avoir parlé aussi ouvertement aussi. C'est le fun d'avoir partagé ton histoire, ton expérience avec nous autres. Un gros merci. Merci beaucoup. Vraiment cool. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.